Agostinho Ferreira, les accusations de meurtre de 2 jeunes femmes sont retirées. Nouvelle cible du oui chez les gens d'affaires, Marcel Dutil. Le nom est $1 québécois, valeur 63 cents américains. Le téléjournal avec Bernard de Rome. Dans quelques instants, au point, comment les camps du oui et du non font la cour aux femmes. Et que deviendrait le Canada sans le Québec? Des intellectuels du Canada anglais commencent à y penser. Bon, référendum, justement, ce soir, le chef du Bloc, Lucien Bouchard, a tenu à réaffirmer que l'objectif premier du référendum, c'est la souveraineté accompagnée du partenariat. M. Bouchard, en fait, a voulu dissiper les doutes sur le sens d'un oui parce qu'au cours de la journée, il y avait eu un certain flottement. Maintenant, le chef du oui, lui, le premier ministre Parizeau, a pris pour cible Marcel Dutil, qui est le patron de Canam-Manac. M. Dutil qui l'accuse de cracher dans la soupe, ce sont ses propos, allusion à des propos controversés au cours d'une assemblée du non hier. Bref, le compte-rendu de Christine Saint-Pierre. La question à la souveraineté, mais j'ai toujours été En tournée dans le Bas-Saint-Laurent, Lucien Bouchard a parlé de la souveraineté en semant une certaine confusion. Tout d'abord, à Rivière-du-Loup, il a dit que ce serait la souveraineté d'abord et ensuite le partenariat avec le reste du Canada. La souveraineté par elle-même, pour elle-même, comme solution percée. Puis ensuite, dans l'ordre chronologique, on annonce qu'un engagement qui est contracté, c'est d'utiliser le ressort de la souveraineté pour aller chercher un partenariat avec le reste du Canada. Mais en soirée, devant 2000 militants à Rimouski, le chef du Bloc québécois a dû recentrer son discours pour le rendre plus conforme à l'entente Parizeau-Dumont-Bouchard. La négociation, puis la souveraineté. Il y aura d'abord une négociation où nous allons épuiser tous les moyens pacifiques et démocratiques pour que cette négociation ait lieu. Le chef du Bloc québécois a prédit qu'une entente interviendrait à l'intérieur d'1 an avec le reste du Canada. Après la proclamation de l'Assemblée nationale, que le Québec existera comme peuple souverain reconnu par les autres peuples. Par ailleurs, le camp du oui a fait ses délices des déclarations de l'homme d'affaires beauceron, Marcel Dutil, qui a dit devant 3000 gens d'affaires que le Canada aurait dû foutre le Québec à la porte. Des propos explosifs, a dit Lucien Bouchard. Est-ce qu'il faut les remercier de refuser de nous reconnaître comme peuple? Non, il ne faut pas les remercier pour cela, M. Dutil. De son côté, le premier ministre a dit que certains hommes d'affaires avaient le don de cracher dans la soupe. Les amène à dire, littéralement, à se retourner contre le milieu qui, après tout, a été leur rampe de lancement. À 10 jours du référendum, Lucien Bouchard a encore une fois répété qu'il voulait un mandat fort et il a dit qu'un non-référendum n'amènerait aucun changement. En plus d'essayer de convaincre les indécis, Lucien Bouchard lance aussi un appel à ceux qui s'apprêtent à voter non et qui, selon lui, sont malheureux de le faire. Christine Saint-Pierre, à Rimouski. Bon, et en début de soirée, il y a 1 millier de jeunes qui ont réservé un très, très bon accueil, mais quand même bruyant, au premier ministre Parizeau, c'était à Montréal. Son discours avait parfois l'allure d'un cours d'histoire du Québec. M. Parizeau aussi a évoqué à quelques reprises son âge pour expliquer qu'il voulait faire la souveraineté pour les générations suivantes. Il a terminé son discours en disant qu'il ne voulait plus rien savoir du renouvellement du fédéralisme. Comme ça qu'on a patience avec la société distincte. J'en veux pas de société distincte. Je veux un pays! Je veux que j'en ai! Le camp fédéraliste lui a mis l'accent sur l'impossibilité, selon lui, d'une union monétaire Québec-Canada dans l'hypothèse d'un oui. Le non évoque maintenant le dollar à 63 cents américains. Cette fois-ci, Daniel Johnson s'appuie sur une étude de l'économiste Marcel Côté, qui est un ancien conseiller des premiers ministres Bourassa et Mulroney. Les précisions de Gilles Morin. Le chef du camp du non poursuit sa campagne en Estrie en frappant sur le même clou. Un Québec souverain connaîtra des difficultés économiques dramatiques. La souveraineté comporte des risques et des coûts, répète-t-il. Et pour appuyer son affirmation, Daniel Johnson a rendu publique une étude coordonnée par Marcel Côté de Sécor qui conclut à l'impossibilité d'une union monétaire Québec-Canada. Quand il y a 2 pays, il y a 2 monnaies. Quand il y a un pays, il y a une monnaie. Daniel Johnson estime que dans un Québec souverain, les banques et les caisses ne pourront compter sur la Banque du Canada comme prêteur de dernier recours. En conséquence, prévoit-il, le Québec indépendant sera vite contraint d'adopter sa propre monnaie plutôt que le dollar canadien. Il prédit que les épargnants retireront leurs économies dès la victoire du oui, ce qui provoquera une crise financière. Je vous prédis que le lendemain d'un oui,
l'incertitude commence à ce moment-là. L'incertitude commence instantanément. L'offre de partenariat du gouvernement qui prévoit une négociation sur cette union monétaire n'impressionne pas le chef libéral. Il voit d'un tout autre œil les suites d'une victoire du oui. C'est sur la fin d'une entente, la fin d'un partenariat, la fin d'une union et la fin d'une association. Et ça éclaire les esprits. Et ça va éclairer le 30 octobre. Le chef des forces fédéralistes n'est pas le seul à mettre en relief les difficultés économiques que connaîtrait un Québec souverain. Son allié Jean Charest demande à ses militants d'insister sur ce point dans leurs discussions avec ceux qui veulent voter oui. Et d'aller au-delà des mots et de regarder dans les yeux ceux et celles qui leur disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de coup de transition. En Estrie, le camp du non ne cache pas son inquiétude. Tous les votes comptent, insiste le député fédéral Denis Paradis. Toute votre famille, vos amis, votre parenté, vous devez les inviter à voter pour le non, demande la députée provinciale Monique Gagnon-Tremblay. Gilles Morin, à Sherbrooke. Bon, il y a cette question de la fuite des capitaux qui revient sur le tapis. C'est le président du comité organisateur du non, Michel Bélanger, qui l'a évoqué. Ça s'est fait au cours d'un débat avec l'ancien ministre des Finances péquiste, Steve Duhem. Le phénomène, même s'il demeure restreint pour le moment, semble quand même bien réel. Depuis environ 2 ans, les particuliers et les entreprises canadiennes convertissent une part croissante de leurs fonds et de leurs épargnes en devises étrangères. Le mouvement qui s'était stabilisé l'an dernier a repris depuis le mois de juillet. Voici ce qu'a obtenu Pierre Tourangeau. La remarque de Michel Bélanger ne se voulait pas menaçante, mais plutôt factuelle. Tous les actifs financiers qui sont au Québec peuvent partir très rapidement. Enfin, ils ne partiront pas nécessairement, mais c'est un fait, il faut voir les choses en face. Ils peuvent partir très facilement. Bien, vous êtes 25 ans en retard sur le coup de la bringue, M. Bélanger, à cet égard. De fait, malgré la campagne référendaire en cours, les marchés financiers sont demeurés plutôt calmes. Il reste que depuis le milieu de l'été, les Canadiens et leurs entreprises ont accru d'au moins 12 % leurs dépôts bancaires en devises étrangères, selon les données de la Banque du Canada. 21,5 milliards de dollars en devises étrangères en juin dans les banques canadiennes, 23,3 milliards en juillet, 24,3 en août. Un phénomène que certains attribuent à l'incertitude politique. Alors on va essayer de mettre une partie de ces épargnes à l'abri. Et déjà, c'est commencé. C'est-à-dire que depuis un bon moment, les courtiers, les gens qui font des recommandations financières suggèrent à leurs clients de placer une partie de leur portefeuille en dollars américains. Une affirmation qui rend les courtiers mal à l'aise. Disons que les gens ont démontré un certain niveau de nervosité, mais les gens ont quand même pu adapter leur portefeuille. Chacun doit investir en fonction de sa lecture du futur. C'est que dépendant de ce qu'il croit à ce moment-là, il y a des stratégies pour un côté ou de l'autre. Mais il est très difficile de connaître l'ampleur des mouvements de l'épargne au Canada. Les seules données officielles touchent les dépôts en devises étrangères. Aucun moyen de savoir, par exemple, si les Québécois sont nombreux à déplacer leurs comptes bancaires dans d'autres provinces pour se mettre à l'abri d'un éventuel dollar québécois dévalué. Même c'est des fonds qui sortent présentement du Québec pour aller trouver refuge, disons, à Toronto. Pour le moment, ça ne paraît pas. Mais pour plusieurs, rien ne justifie ces transferts de fonds. Ça ne sert à rien de déplacer son argent s'il n'y a rien qui se passe. Et selon moi, il n'y a rien qui va se passer. Et s'il se passe quelque chose, on a amplement le temps pour prendre des décisions en bonne connaissance des faits et des risques. Pour l'instant, ces mouvements de l'épargne ont peu de conséquences. Mais les épargnants ne sont pas toujours rationnels. La crise du Mexique l'an dernier a été précipitée par les Mexicains eux-mêmes lorsqu'ils se sont mis à changer leur pesos en dollars américains. Pierre Tourangeau, à Montréal. Il y a 140 universitaires qui ont signé un manifeste pour expliquer pourquoi ils vont voter non. Le démocrate Jacques-Henri Pain et ses collègues disent que la séparation irait à l'encontre de la mondialisation de l'économie. À leur avis, un partenariat entre un Québec indépendant et le reste du Canada ne serait pas aussi avantageux que l'union économique actuelle. Finalement, ils croient que les indépendantistes n'ont toujours pas fait la preuve qu'il faille renoncer au fédéralisme. Plus que 10 jours avant le référendum, le oui, le non, évidemment, s'organisent pour être partout en même temps, parce que là-dedans, chaque vote compte. Alors, on accélère la cadence des visites, des interviews, des poignées de main. Mario Dumont, par exemple, le chef de l'Action démocratique, lui aussi très présent sur le terrain. D'ailleurs, Patrice Roy l'a suivi aujourd'hui.
Voyant que la bataille n'a jamais été aussi serrée, le Camp du Oui a organisé pour Mario Dumont un véritable sprint montréalais, à l'écart des controverses. En matinée, 2 entrevues radio, dont celle-ci à C'est quoi FM, où le chef de l'ADQ a fait passer son premier message, faire sortir le vote. Il faut que tout le monde sorte pour aller voter, que les jeunes sortent pour aller voter, il faut se bouger. Les jeunes étudiants présents dans le studio ont apprécié le style plus décontracté du jeune leader, certains en conservant tout de même des réserves sur le projet souverainiste. C'est sûr, pour moi, c'est comme qu'est-ce qui arrive après. C'est bien bon, on dit oui, on dit non, mais après... Bonjour. Après les jeunes, Mario Dumont, accompagné de Marcel Masse, a plongé dans ce qui est devenu le symbole de la pauvreté à Montréal, l'accueil Bonneau, où cet homme lui a lancé ce message. Mario, on va t'aimer autant si tu nous aides un jour. Aide-nous, lui a-t-il demandé. Mario Dumont, visiblement secoué, a tout de même reçu ici quelques généreux appuis. Je vois toi, mais je demanderai à Johnson pourquoi il cherche la chicane tandis qu'au Québec, il cherche la paix. Et puis, le deuxième message de la journée, en des mots toujours simples. Il faut en finir avec les querelles, répète-t-il, si on veut que la situation économique s'améliore. À Ottawa, on va s'occuper de donner de notre job au monde, s'occuper de nos affaires à nous autres. Mais toujours le choix des mots devant tous les publics, autant que devant les journalistes. Mario Dumont parle beaucoup plus facilement de négociation, de rapport de force que de souveraineté. C'est de continuer à expliquer les avantages d'un vote pour le oui, le rapport de force qu'un oui donne au Québec par rapport aux dangers qu'un non peut apporter comme raffaiblissement du Québec. Finalement, autre visite au foyer des artistes, à Rose-Ouellette, la Poune, où cette fois, malgré les fleurs, l'endossement n'est pas venu. Pour arriver, puis vous dire, je vote pour celui-là ou je vote pour celui-là. Non. Un apprentissage rapide de la séduction politique, mais à 25 ans, il y a des airs que l'on connaît moins. Patrice Roy, à Montréal. Vous, M. Trudeau, si les Québécois disent oui le 20 mai, accepterez-vous démocratiquement de respecter leur volonté? Accepterez-vous de vous asseoir à table? Another theme Levesque's been developing is that the international press is here watching what's going on. He says that unless Canada wants to lose its fine democratic reputation, the Prime Minister of the country will have to sit down and negotiate if the S side wins. Tomorrow night, we'll take you back to a major rally by the no side. Quebec Liberal leader Claude Ryan in a surprising location just 10 days before the 1980 referendum. That's the National for this Thursday. Local news is next. And our first news tomorrow, the CBC Morning News. This is CBC News World. From CBC News. Tonight, Bouchard on sovereignty. Has his plan changed? Early parole for the killer of Helen Betty Osborne. Takeoff aborted. Runway emergency in Vancouver. I'm Bruce Dobigan. Coming up on the National Sports, Detroit looking for revenge in New Jersey. Patrick Roy looking for a little leadership in Montreal. Eric Blount looking for a little daylight in Edmonton. The National with Peter Mansbridge. Good evening. It is the same Lucien Bouchard, same style, same charismatic appeal, but there were hints today of a different message. Bouchard had ignited the Yes campaign with a soft sell approach. Now he seems to be telling voters yes means Quebec is out. We begin tonight with the CBC's Tom Kennedy. All day long, as Lucien Bouchard campaigned for sovereignty, the question dogged him. What is he really after? Sovereignty for itself and for what it means and as a lever to bring forward the change we need with the rest of Canada. And there's the confusion. Is sovereignty just a negotiating ploy, or is it his ultimate goal? Here's what he told this morning's La Presse. To vote yes, he said, means that Quebec becomes inexorably sovereign,
whether there's a new partnership or not. Absolutely clear, except during this campaign, it sometimes gets lost in the shuffle of his own rhetoric. J'allais négocier avec lui. In speeches brimming with emotion, he's demanding a strong mandate, a lever that he can use Canada to force it to negotiate. But tonight, Bouchard repeated what he told La Presse newspaper. Mais il faut être clair. Let's be clear, he said, new partnership or not, a yes vote means sovereignty. A welcome message to hardcore sovereignists like these, but clarity may not be so welcome for a great many other Quebecers, like Kim Hébert, who would leave Canada with some reluctance. If they would show a big interest in saying, yes, we like you, Quebec, you know, we like that you're French, and we want you to stay, and we're willing to work it out, then maybe I would vote no to souveraineté. Or Richard Bourdeau. Quelque chose de franc, d'honnête. If there was something frank and honest and direct from Canada, he says, I'd be prepared to accept it. So why does Bouchard begin emphasizing sovereignty when it could alienate these Quebecers who really want a new deal? The answer lies with legitimacy. If the Sovereignty Brain Trust hides its option, there's a risk that the rest of Canada will say it does not have to accept the results of the vote. So like Bouchard, tonight Jacques Parizeau too hammered away. A yes vote equals sovereignty. And if he wins this campaign, he wants to be able to say, we have the right to leave Canada. We never hid our real intentions. Tom Kennedy, CBC News, Montreal. With the yes side getting stronger in the polls, some no supporters say it is time to promise Quebecers real change if they reject sovereignty. But Prime Minister Chrétien is reluctant to promise anything. Here's our chief political correspondent, Jason Moskowitz. A referendum pamphlet distributed to all Quebec households this week included the no side outlining possible changes to the Canadian Federation. The unannounced and surprising pitch from the no side about more provincial power is clearly directed at the majority of Quebecers who want renewed federalism. It is the kind of talk that Prime Minister Chrétien shies away from. In the 1980 referendum, Pierre Trudeau and the Federalist side repeatedly told those Quebecers a no vote was a vote for significant change. That was the Federalist message. They never wavered, and they won big on referendum night. Just after that referendum victory, Pierre Trudeau assessed the outcome. While there were many differences between the yes and no supporters in the referendum, all shared a desire for change. It's upon this desire for change that we must build a renewed Canadian Federation. They are offering a one-way ticket to separation. Unlike Trudeau in 1980, Chrétien does not emphasize change. He doesn't talk about decentralization or about more power for Quebec and the other provinces. He doesn't talk about it, yet his government is quietly moving towards significant decentralization, the likes of which the Trudeau government wouldn't have considered for a second. When we took office, Paul Martin's budget last winter triggered real change. By next April, if negotiations are completed, a new system of funding will provide the provinces with less money, but more autonomy. The provinces will have the ability to spend billions of dollars how they want, where they want. Commitment. We're not happy with the status quo. Premiers like Mike Harris of Ontario, who have waded into the referendum waters, have also talked about changing the federation. We would welcome dialogue with other provinces, and particularly with Quebec in the areas of federal-provincial powers. Why is Prime Minister Chrétien not as tempted as Pierre Trudeau was in 1980 to get referendum votes by playing to the majority of Quebecers who want change, not separation? The Chrétien government may be close to giving the provinces more power, but the cabinet is not united on how much power to relinquish. Important referendum votes may lie in the balance, but it appears Jean Chrétien is not prepared to make any referendum promises. Jason Moskowitz, CBC News, Ottawa. There is new... Derrière des engagements doucereux, compliqués, qui recèlent déjà le guet-apens. Mais à 11 jours du scrutin, maintenant, le chef du Bloc a surtout voulu rassurer les électeurs quant à l'éventuel partenariat Québec-Canada. Je n'irai pas tout seul à Ottawa, à ces négociations. Je sais que René Lévesque ne sera pas loin. Et vous serez tous là. Ils vont trouver à Ottawa que sans prendre la place à un peuple d'une salle de négociation.
Invoquant donc la mémoire de l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard croit que le Canada viendra vite négocier. Soyons clairs, dit-il, un oui veut dire la souveraineté, avec ou sans accord de partenariat. Mais le chef du Bloc refuse d'envisager la deuxième hypothèse, même si présentement, le Canada anglais offre en apparence un front du refus. Parce que c'est une bonne cause, parce que c'est ce que veut l'économie actuelle, c'est la tendance moderne, ça s'inscrit dans le libre-échange, les Américains le voudront, tout le monde le voudra. Nous réussirons cette négociation. Lucien Bouchard tente donc plus que jamais de se faire rassurant quant à l'après-référendum. Au sujet, par exemple, de l'adhésion du Québec au traité de libre-échange, il soutient que le Canada anglais deviendrait vite un allié objectif du Québec afin que tout se déroule rapidement et sans heurts. Ici Paul Larocque, TVA, à Rimouski. Pendant ce temps, le premier ministre Chrétien a refusé de s'engager à reconnaître un droit de veto au Québec, advenant une défaite du oui le 30 octobre. M. Chrétien semble ainsi se dissocier d'un texte du camp du non, signé par Daniel Johnson, que les Québécois reçoivent par la poste ces jours-ci. Les observations de Normand Réaume. Le premier ministre Chrétien a pris sa distance face à une revendication fondamentale du camp du non, signée par son président Daniel Johnson. Le premier ministre peut-il nous dire s'il a été consulté sur la demande d'un droit de veto formulé par le camp du non, imprimé par le camp du non? Lorsque M. Johnson sera le gouvernement à la prochaine élection, s'il veut faire la même demande, il pourra la faire, elle sera soumise aux provinces, et s'il y a un accord entre les provinces, on changera la formule d'amendement. La position du non est contenue dans une brochure que le directeur général des élections du Québec expédie au domicile des électeurs en vue du référendum. Elle comporte aussi un texte du oui. Dans la section du non, le Bloc a relevé une phrase qu'il interprète comme une demande de droit de veto par Daniel Johnson. Aucun changement au rapport entre le gouvernement du Québec et celui du Canada ne doit se faire sans la participation et l'accord du Québec. Jean Chrétien dit que s'il est impuissant à consentir un veto au Québec pour les changements constitutionnels majeurs, c'est à cause d'une erreur de René Lévesque aux négociations de 1981. René Lévesque a fait une seule erreur, c'est de se rendre à Ottawa sans mandat, de faire confiance au premier ministre des autres provinces et à l'actuel premier ministre qui l'ont tous trahi. Jamais plus on ne fera cette erreur. Sur le plan légal, le droit de veto du Québec n'a jamais existé, selon la Cour suprême du Canada. Et c'est précisément ce qui a permis au gouvernement de Pierre Trudeau, il y a 14 ans, d'imposer sa réforme constitutionnelle malgré l'opposition du Québec. De quoi votre oui, ça va être business as usual. Moi, je pense que de plus en plus de Québécois, et ce quotidiennement, comprennent maintenant pourquoi on tient à nous. Pourquoi qu'à chaque fois qu'on vient pour s'exprimer sur notre avenir, qu'il y a toujours un mirage qui se fait du côté du Canada anglais. Puis là, c'est rendu qu'on pousse le mépris, d'autre part, à dire aller jusqu'à affirmer que les Anglo-Canadiens nous endurent. Eh bien, moi, j'invite les Québécois, le 30 octobre, à ne plus faire souffrir le Canada anglais, à ne plus faire souffrir. Et comme si je pense qu'on va leur rendre service puisqu'on leur crée beaucoup de désagréments, le 30 octobre prochain, on va se dire oui collectivement parce qu'on ne veut pas faire souffrir qui que ce soit. On veut agir en bon partenaire, dans un sain partenariat avec l'ensemble canadien. Ah, un quatrième sondage place les deux camps à égalité. Le non est inquiet. Parizeau, un refus de négocier amènerait la souveraineté quelques semaines après un oui. La démission de Willy Claes, un scandale à l'européenne. Le téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. Un quatrième sondage qui donne le oui et le non presque à égalité provoque la nervosité sur les marchés financiers. Le dollar a perdu presque 3/4 de cent et clôturé à 73,87. Cette baisse serait attribuable à la publication d'un sondage Angus Reid qui accorde 45,4% au oui, 43,6% au non. Après répartition proportionnelle des 11% d'indécis, cela donne 51% au oui contre 49% pour le non. Le sondage, effectué de lundi à mercredi auprès de 1012 personnes, comporte une marge d'erreur de 3%. Ces résultats ont suscité une certaine inquiétude dans le camp du non. Le chef, Daniel Johnson, admet lui-même que la lutte s'annonce serrée. Gilles Morin suit la caravane du non.
Daniel Johnson s'est donné comme ligne de conduite de ne pas commenter les sondages. Il ne peut cacher son inquiétude en voyant le dernier Angus Reid placer le oui légèrement en avance sur le non. Je ne présume jamais du résultat d'une campagne tant qu'elle n'est pas terminée. C'est comme ça que j'ai toujours envisagé ça. Du côté de nos militants, moi, je leur indique que jusqu'à la fin, on doit travailler très fort. Le chef du camp du non reconnaît que la campagne est serrée et que les votes vont se gagner un à un. Tout comme Lisa Froula, Daniel Johnson est préoccupé de voir une partie de l'électorat leur tourner le dos, convaincu que le renouvellement du fédéralisme passe par un vote pour le oui. Je demande à tous ceux qui pensent que voter oui renouvelle le fédéralisme canadien de constater que les porte-paroles du oui disent exactement le contraire. Durant les 10 derniers jours de la campagne, le chef libéral veut insister sur les avantages d'être Canadien. Sur ce point, il est parfois contraint de mettre ses alliés au pas. Il n'aime pas que le ministre André Ouellette reproche au Québec d'être le responsable de toutes les chicanes sur les dédoublements de juridictions fédérales provinciales. Il y a toutes sortes de raisons au fil des ans pour des duplications. Toutes sortes de raisons. Alors que M. Ouellette ait trouvé celle-là plutôt qu'une autre, moi, je trouve pas que c'est une raison qui emporte l'adhésion unanime, là. Si les derniers sondages ont semé un peu d'inquiétude parmi les militants, ils ne sont certes pas portés au découragement. Quand je voyais les sondages, ça faisait peur un peu, mais par la suite, je me suis dit, on laissera pas passer ça, puis on va remonter. C'est sûr que ça a fait un petit choc, là, mais il n'y aura pas de problème. Les leaders du camp du non non plus ne se comptent pas pour battus. Non seulement je ne suis pas inquiète, je suis en pleine confiance et en pleine possession de mes moyens. C'est clair, ça? Afin de convaincre les indécis, Daniel Johnson joue une nouvelle carte, les avantages de vivre au Canada. La société qui, aujourd'hui, fait l'envie de millions et de millions de concitoyens à travers le monde. Pour les derniers jours de la campagne, le camp du non revoit les rôles de ses têtes d'affiche. Pour entourer Daniel Johnson, on voit moins souvent Lucien Robillard et Marcel Massé. Par contre, Lisa Froula et Jean Charest prennent beaucoup plus de place. Gilles Morin, à Trois-Rivières. Et la nervosité est quand même perceptible sur le terrain dans les rangs des militants fédéralistes. Bon nombre de partisans souhaitent un coup de barre au moment où la campagne entre dans le dernier droit. Patrice Roy a rencontré des militants venus entendre Robert Bourassa à Drummondville. Et moi, j'ai toujours fait confiance aux Québécois. Robert Bourassa a toujours été un politicien rassurant. Aujourd'hui, à Drummondville, dans le cœur du Québec, les militants en avaient bien besoin. Je vis un malaise important, là, puis peut-être que vous pouvez nous sécuriser. Cette femme, comme plusieurs militants ici, demande aux leaders fédéralistes de prendre M. Bourassa en exemple, c'est-à-dire de parler plus calmement et plus rationnellement des raisons de dire non. Je m'inquiète à savoir s'ils ont une stratégie très définie pour les jours à venir afin que ce message-là se véhicule d'une façon aussi claire. Cet autre militant s'inquiète ouvertement du plan de match des fédéralistes. Maintenant, il faut que quelque chose arrive, parce que présentement, si M. Johnson ne parle pas, s'il refuse, ou si lui ne peut pas parler, que ça vienne du premier ministre du Canada. Et après avoir encaissé un effet Bouchard, on espère ici un éventuel effet Charest. Je trouve que M. Charest serait un excellent candidat pour véhiculer le message qu'on a à passer. Le député libéral du coin, Yvon Vallière, admet que devant les souverainistes qui, dit-il, colorent en rose l'avenir du Québec, il est difficile d'ajuster le contre-discours. Et beaucoup de gens nous disent qu'on doit tourner notre message vers un contenu beaucoup plus positif. Alors je pense qu'il faut tenir compte de ces messages qui nous sont envoyés. Et les résultats des sondages, même si on ne les commande pas, il faut quand même sentir une certaine tendance. Robert Bourassa, lui, en a vu d'autres. Il pense que si le débat peut porter un peu sur le fond des choses, les Québécois voteront non et souligne que les sondeurs, dans le passé, ont toujours sous-estimé le camp fédéraliste. Alors on a, ce qu'on peut dire, une marge de sécurité qu'on peut référer au réflexe de prudence des Québécois dans l'isoloir. Mais en attendant le scrutin, il reste que plusieurs militants du non commencent à avoir froid dans le dos. Patrice Roy, à Drummondville. Et le coup de barre souhaité par certains militants du non est peut-être venu du ministre fédéral des Finances, Paul Martin. Monsieur Martin affirme qu'un non est synonyme de changement parce qu'il y a consensus au Canada pour revoir le fonctionnement du fédéralisme. Pierre Tourangeau nous résume son message. Monsieur Paul Martin, maître.
Paul Martin n'aurait pu rêver d'un accueil plus chaleureux. On attendait 500 avocats pour le non. Il en est venu le double. Un parterre gagné d'avance où le ministre a accusé ses adversaires souverainistes de ne pas répondre aux arguments de ceux qui prédisent d'énormes difficultés économiques à un Québec indépendant. Pour réussir dans l'économie séparatiste, ça prendra plus que de la magie. Il faudra être capable de marcher sur les eaux. Mais Paul Martin ne s'est pas aventuré cette fois dans une escalade de chiffres comme il l'a fait en début de semaine en disant qu'un oui menacerait 1 million d'emplois au Québec. Son discours a changé. Pour lui, un oui ferait reculer le Québec, alors qu'un non l'associerait à la révolution qui vient de s'amorcer au Canada. C'est une révolution qui consiste à donner plus de flexibilité à notre fédération et à bâtir une coopération efficace entre les gouvernements. Le ministre a ajouté que partout au pays, la volonté de changement était manifeste. Dans les provinces de l'Ouest, on aspire à une souplesse accrue. En Ontario, on veut réformer profondément la façon de faire des choses. Dans les provinces de l'Atlantique, on en a assez d'être dépendant. Le Québec n'est pas isolé sur le dossier du changement. En fait, Paul Martin a consacré presque tout son discours à tenter de convaincre que si les Québécois souhaitaient vraiment du changement, ils devraient voter non. Ce sont des changements sans rupture. Ce sont des changements qu'un vote pour le non, le 30 octobre, garantit. Jusqu'à présent, les ténors fédéralistes ont été réticents à promettre du changement. Le discours de Paul Martin n'est pas sans rappeler la stratégie de Pierre Trudeau lors du référendum de 1980 qui avait promis de modifier le cadre fédéral en échange d'un non. Pierre Tourangeau, à Montréal. Et pour sa part, le premier ministre Jean Chrétien espère toujours que le non va l'emporter. Il n'est pas question pour lui de changer son plan de match. Tout au plus, envisage-t-il de prononcer un autre discours au Québec, en plus de celui qu'il a déjà prévu faire mardi à Verdun. Geneviève Rossier nous résume l'état d'esprit à Ottawa. Ce matin, Jean Chrétien rencontrait le président coréen. Plus tard en Chambre, c'est justement de relations entre pays dont le Bloc voulait parler, souhaitant que le premier ministre précise les propos d'André Ouellette, selon qui le Québec serait trop petit pour négocier d'égal à égal avec le Canada. Tous les pays discutent. Nous négocions avec les Américains, nous négocions avec Trinidad-Tobago, nous négocions avec des plus petits et des plus gros. C'est naturel. Mais le poids politique dans une décision n'est pas le même. Jean Chrétien admet que certains ne comprennent pas encore qu'un oui mènerait à la création d'un nouveau pays. Sa stratégie jusqu'au vote consistera donc à obliger l'autre camp à clarifier ce message. Notre message va passer et que lorsque les gens comprendront que qu'est-ce que M. Parizeau et Bouchard proposent, c'est la séparation, nous essayons de faire clarifier leur point de vue. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire qu'on a essayé de camoufler dans la campagne que nous voulions un pays et qu'on travaillait là-dessus? M. Bouchard en parle à tous les jours, M. Parizeau en parle à tous les jours, puis nos adversaires ne font que mettre l'accent sur la séparation. Pourtant, les sondages montrent qu'environ le tiers de ceux qui s'apprêtent à voter oui pensent que le Québec restera dans le Canada. Une constatation qui visiblement agace la vice-première ministre. 30 à 35 de ceux qui disent qu'ils vont voter oui pensent qu'ils vont rester au Canada. C'est fausse. C'est fausse. C'est fausse. Mais Sheila Copps se défend bien de trahir le désarroi du camp du non face aux messages qui ne passent pas toujours et au oui qui grimpe dans les sondages. Moi, je suis pas du Québec, mais je me sens que le cœur du Canada, c'est le Québec, puis je veux pas le perdre. Et si ça me fait émotif, ben je fais pas d'excuses pour ça. Moi aussi, je suis passionnée pour mon pays, le Canada, rajoute Mme Copps. Dans le camp adverse, même si les députés bloquistes sont de moins en moins présents à la Chambre, ceux qui restent affichent de plus en plus d'assurance. Ici Geneviève Rossier, à Ottawa. Et le chef du camp du oui, Jacques Parizeau, a prévenu qu'un refus du Canada de négocier le partenariat pourrait amener Québec à déclarer sa souveraineté dans les quelques semaines suivant le référendum. M. Parizeau a aussi tourné en dérision les promesses de changement de Paul Martin. Christine Saint-Pierre suit le camp du oui. Les militants du oui débordent d'enthousiasme. À 10 jours du vote, la confiance règne. C'est plus qu'un beau rêve. Pour certains, ça a été un beau rêve longtemps. Là, ça devient une réalité. Là, on touche au but. On y touche, là, on y touche.
Devant 1 millier de militants réunis à Trois-Rivières, Jacques Parizeau a dit que ses adversaires étaient acculés au mur. De l'autre côté, vous avez vu les visages crispés. Et face aux engagements du ministre Paul Martin, le camp du oui a toujours la même réplique, les promesses de 80. Hey, vous souvenez-vous, là, ceux qui ont à peu près mon âge, 1980? Non. On s'est-y fait avoir avec ça. Un non est égal à un oui. Je retrouve les articles. Plus tôt dans la journée, en conférence de presse, Jacques Parizeau a dissipé la confusion semée par le chef du Bloc québécois sur le moment de déclencher la souveraineté. Il a même dû fouiller un bon moment dans le texte de loi. Un instant, là. Le partenariat d'abord, mais si le Canada s'obstine, la déclaration de souveraineté pourrait venir, dit-il, au bout de quelques semaines seulement. Si c'était ça, le conseil de surveillance dira au bout de quelques semaines ou de quelques mois, écoutez, ça mène nulle part, cette négociation. Et alors, à ce moment-là, conformément à la loi, l'Assemblée nationale proclamera la souveraineté du Québec. Devant des gens d'affaires, Jacques Parizeau a dit que les chevauchements avaient coûté très cher aux Québécois. Si la souveraineté, selon lui, avait été réalisée en 80, le Québec aurait économisé 25 milliards. À ses militants, Jacques Parizeau dit que la campagne référendaire maintenant leur appartient et il leur demande de redoubler d'ardeur pour convaincre les indécis. Christine Saint-Pierre, à Trois-Rivières. Lucien Bouchard, lui, était à Québec aujourd'hui où il a participé à une assemblée du Conseil central de la CSN en compagnie de son président, Gérald Larose. Monsieur Larose a profité de l'occasion pour exiger du mouvement Desjardins qu'il se prononce dans le débat référendaire. Selon lui, il est inacceptable que la principale institution financière du Québec reste silencieuse et il invite les membres de la CSN à faire pression pour que le mouvement Desjardins affiche ses couleurs. Il serait inacceptable que notre principale institution populaire d'épargne et de crédit se voile la face et joue les Ponce Pilate. Mais chez Desjardins, on indique que l'institution a l'intention de rester neutre. Au bureau de son président, Claude Bélan, un porte-parole a rappelé que Desjardins est toujours demeuré neutre lors des élections et des référendums. L'institution veut ainsi respecter ses membres qui se retrouvent dans les deux camps. Les déclarations du président de Kanam-Manac, Marcel Duthil, continuent de susciter des réactions. De passage en Beauce, aujourd'hui, le vice-premier ministre Bernard Landry s'est dit persuadé que ces déclarations, tout comme celles de Laurent Baudouin, aident plus sa cause que celle du camp du non. Mais ils ont le droit de parler. Puis, quand on fera notre analyse, là, si la campagne continue à aller comme elle va, peut-être qu'on devra les remercier d'avoir dit des choses tellement sottes qu'elles ont réveillé le monde. Et il y a des gens qui affichent leur couleur, même si on ne la... Markets get edgy. Bread without butter. Ontario's solution for poverty. Panic over the pill. Is it justified? The National with Peter Mansbridge. Good evening. Money traders took a hard look at recent referendum polls today, then rushed to sell the Canadian dollar. They drove it down almost 3/4 cent all the way to 73.87 cents U.S. Markets are nervous over signs the yes side has a real shot at winning the Quebec referendum. But as Paul Adams reports, the no side is trying to stay calm. Either Jean Chrétien has nerves of steel or he isn't reading the polls. After a meeting with the South Korean president, he was wisecracking about the Quebec referendum. We're debating that since 30 years, sir. And when your grandson will be the president of Korea and my grandson will be the prime minister of Canada, at a press conference, they will still be discussing that. The polls say what many Quebecers really want isn't separation, but change. But they think all that Federalist politicians are offering them is the constitutional status quo. In Montreal today, the finance minister said a vote against sovereignty would lead to change. Canada has a history of change. It is change that meets the needs of the country. But when asked to explain, Martin's definition of change sounded a lot like a continuation of what Ottawa's already doing. Well, in fact, there has been more change in the administration of government vis-a-vis the provinces, certainly in the last 2 years, than in
probably a previous decade. It's part of the reason the No campaign has stalled. And there's another problem. Many Quebecers apparently don't believe a yes vote really will lead to separation. qu'on va faire partie quand même du Canada. We'll still be part of Canada, she says, so I think I'll vote yes. In fact, some Quebecers actually think a yes vote would enable Lucien Bouchard to negotiate a stronger role for Quebec within Canada. Ce serait un pays renouvelé. A yes vote will produce a renewed country, this voter says. Qu'un oui, c'est la séparation. It leaves federalists like Danielle Johnson struggling to make a point they think should be obvious. Federalism will not be renewed if the yes side wins. Quebec is going to separate. That's how it works. With just 10 days left in the campaign, the Federalists say they have no intention of offering any new promises of constitutional change. As referendum day approaches, they hope voters will come to believe that their choice is a stark one, between staying in Canada or separating, and that they'll choose to stay. Paul Adams, CBC News, Montreal. Quebec's Premier Jacques Parizeau said today he'll be ready to act very quickly if there is a yes vote. He said Quebec would proclaim itself sovereign within weeks if immediate negotiations with the rest of Canada do not succeed. Even though Canadians outside Quebec don't have a vote in this referendum, they do have a stake in it. And as Eric Sorensen reports tonight, people across the country are getting involved. With a choir singing O Canada in French, a local car dealership in Surrey, BC sent a message to Quebec today. Unfurling a huge Canadian flag with a difference, the message asks Quebec to remain a part of Canada. In their own way, many Canadians outside Quebec are doing more than just being passive onlookers during the referendum campaign. Thank you very much. Remember the farmer who plowed his field with a message for a Triple E Senate? Well, Burt Brown is at it again. But he's gone from Triple E to fleur-de-lis, and then some. C'est mieux ensemble, which, if I'm correct in my high school French, which is terrible, it's better together. Brown's message is 2 kilometers long. Mac Pitt's message is 2 inches long. He took out newspaper ads after watching the news one night. I was watching different things going on in Bosnia, and right after they have talk about the referendum, and I thought, well, is Canada really that bad? You have contacted people in Quebec. And in St. Louis, Saskatchewan, this grade 10 class is making random phone calls to Quebecers to persuade them to stay. Right away I said, parlez anglais. Chris Lucier couldn't get the sovereignist he phoned to change his mind, but he did get an invitation out of it. He said if we ever come down and if they separated, they'd treat us like we're visitors and they'd sit around the supper table and speak English to us. Even with the best of intentions, though, misunderstandings can crop up, especially in a politically charged campaign as sensitive as one about Quebec separation. This may look like a Quebec government building, but it's Guelph City Hall in the heart of Western Ontario. And the man who thought up the idea of flying Quebec's flag has had to explain that he's not promoting Quebec independence. It's a very positive move. Raising one's flag in front of the City Hall is denoting friendship and respect. In Edmonton today, students sent off banners to Quebec high schools promoting a united Canada. But one school board there says it won't display them because Quebec schools must remain referendum neutral. And as for the kids in Saskatchewan phoning Quebecers, well, it's not always easy to call up a stranger. She hung up. I think she was swearing. Eric Sorensen, CBC News, St. Louis, Saskatchewan. More controversy. Qui vit le long du Saint-Laurent. Et c'est sur ce ton que M. Johnson cherche maintenant à courtiser les indécis. Le Canada, je le sais, nous le savons tous, n'est pas parfait, mais c'est un pays qu'on connaît. C'est un pays dont on sait ce qu'il faut améliorer. C'est un pays dans lequel on sait ce qu'on doit corriger. Daniel Johnson a choisi d'utiliser ce soir un style plus solennel, un changement dans le ton à 9 jours du référendum. Bernard Plante, TVA, à Trois-Rivières. Prévu de faire mardi prochain à Verdun. Geneviève Rossier raconte l'atmosphère à Ottawa.
Ce matin, Jean Chrétien rencontrait le président coréen. Plus tard en Chambre, c'est justement de relations entre pays dont le Bloc voulait parler, souhaitant que le premier ministre précise les propos d'André Ouellet, selon qui le Québec serait trop petit pour négocier d'égal à égal avec le Canada. Tous les pays discutent. Nous négocions avec les Américains, nous négocions avec Trinidad-Tobago, nous négocions avec des plus petits et des plus gros. C'est naturel. Mais le poids politique dans une décision n'est pas le même. Jean Chrétien admet que certains ne comprennent pas encore qu'un oui mènerait à la création d'un nouveau... À lire sa biographie non autorisée qui doit être publiée le mois prochain. On peut y lire que lors de la campagne électorale de 1972, le député de Saint-Maurice aurait demandé à l'un de ses adversaires politiques de mener une piètre campagne contre lui pour faciliter sa victoire. Dominique Moret a obtenu des extraits de ce livre. Shawinigan, contrée du premier ministre Jean Chrétien. C'est ici qu'il y a vécu son enfance et qu'il y a tissé le réseau de connaissances qui l'a aidé à le lancer en politique fédérale. Ce livre intitulé « The Will to Win », le désir de gagner, paraîtra le 11 novembre prochain et traite de la vie ici de M. Chrétien dans le comté de Saint-Maurice et de son entrée en politique. À la lecture des extraits diffusés par la maison d'édition, on y retrouve un portrait candide d'un premier ministre aux mœurs électorales présumément douteuses. Selon The Will to Win, la campagne de 1972 dans Saint-Maurice était rien de moins qu'une campagne truquée. Cette année-là, Chrétien a peur de perdre son siège et demande à son ami Antonio Genet d'être son adversaire conservateur et de mener une piètre campagne contre lui. Genet accepta. La victoire de M. Chrétien était presque assurée. Dans une entrevue exclusive de son domicile, Antonio Genet nie avoir pactisé avec M. Chrétien, mais admet que sa campagne n'était guère vigoureuse. Après toutes les portes que j'ai faites, là, quand tu te fais quasiment dire en pleine face que tu vas perdre ton dépôt, puis l'autre aussi, c'est Chrétien qui va passer. Quand ça fait 3 mois que tu te fais dire ça, j'ai dit que t'es député pas mal. Puis j'ai souhaité bonne chance. J'ai dit d'abord, je te souhaite bonne chance. Là. On peut s'attendre à ce que The Will to Win atteigne les sommets des palmarès en librairie, un peu comme l'avait fait d'ailleurs son autobiographie dans les années 80. Mais bien malin celui qui peut prédire l'impact d'un tel livre, au contenu parfois peu flatteur. Dominique Moret, à Grand-Mère. De récents propos tenus par le réalisateur québécois Pierre Falardeau au sujet du référendum ont des échos négatifs à Sudbury, en Ontario. Le maire de cette ville, Jim Gordon, n'a pas apprécié que Pierre Falardeau dise devant des partisans du oui que si les Québécois s'écrasent en votant non, ils deviendront une minorité et le Québec un autre Sudbury. Le maire Gordon a répliqué au cinéaste dans une lettre qu'il a envoyée au quotidien montréalais. Caroline Bordua résume ses propos. C'est un ami personnel du maire Jim Gordon qui lui a fait parvenir l'article de la Gazette de Montréal dans lequel Pierre Falardeau met en garde les étudiants du Collège de Rosemont des dangers de ne pas dire oui à la souveraineté le 30 octobre. Si vous dites non, ça, c'est la certitude. C'est la certitude qu'on s'en va vers Sudbury, vers un mur de ciment. Puis on va en manger une crise. Des propos qui ont offusqué le maire de Sudbury. Même s'ils ne forment que 22 % de la population, Jim Gordon considère que les francophones de sa ville sont entreprenants et dynamiques. Pour établir les faits, il a rédigé une lettre qu'il a fait parvenir à la Gazette, au Devoir et au journal étudiant du Collège Rosemont. The letter that I've written, I think, is, you know, it's not confrontational. It's just pointing out that this is not true. Le maire sudburois cite plusieurs exemples des services offerts aux Franco-Ontariens, dont l'ouverture toute récente du Collège Boréal, un établissement postsecondaire francophone. Parle-t-il vraiment de Sudbury ou n'est-il pas en train de mêler les petites villes de l'Ontario, entre autres Sault-Sainte-Marie pourrait rencontrer de tels genres de problèmes, mais Sudbury, absolument pas. Le maire de Sudbury conclut sa lettre en suggérant à Pierre Falardeau de s'informer avant de porter un jugement. Cette ville ontarienne ne lui est pourtant pas étrangère, parce qu'en 1990, le cinéaste québécois était venu ici présenter son film Le Party à la communauté franco-ontarienne. Caroline Bordua, à Sudbury. À Saint-Placide, près d'Oka, on n'est peut-être pas à l'heure des querelles référendaires, mais les citoyens se posent bien des questions. Aujourd'hui, la municipalité a inauguré un parc à la mémoire de Basile Routier, l'auteur de l'hymne national canadien. Mais voilà que dans ce village du comté péquiste de Deux-Montagnes, on soupçonne le camp du non d'avoir récupéré l'événement. Voici ce qu'a recueilli là-dessus Marc Godbout.
au cœur du village de Saint-Placide, on chante à la mémoire de celui-là même qui a écrit les paroles de l'hymne canadien. Basile Routier est né ici en 1838. Un parc va bientôt porter son nom. Quelques invités d'honneur participent à la cérémonie, dont le ministre fédéral des Finances, Paul Martin. Par contre, les députés péquistes et bloquistes du comté n'y sont pas. Vous savez, un pays est fait de plusieurs choses. Nos industries, notre économie, nos grands artistes. Mais ce qui frappe surtout ici, c'est que la majorité des gens qui assistent à la cérémonie ne sont pas du village. Et ça fait jaser. Mais qu'est-ce que je trouve bizarre, c'est que les autobus viennent d'arriver, puis c'est pas des gens d'ici. Ça sent le nom, ça. Ça sent le nom. Pour moi, c'est une patente organisée, ça. Officiellement, c'est la municipalité qui a organisé l'événement. Aucun lien avec la campagne référendaire, nous affirme ce conseiller municipal qui pourtant est aussi co-président du comité du nom dans le comté. Et ce qu'on veut faire, c'est souligner l'œuvre de Basile Routier, qui est né ici. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui écrit l'hymne national. On n'y peut rien. S'il avait écrit d'autres choses, on l'aurait souligné. Mais il a écrit l'hymne national, puis il est né ici. Pourtant, des gens ne cachent pas qu'ils sont là sur invitation du camp du nom. On est là, 2 autobus de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe. C'est le nom que vous a demandé? Oui, c'est pour le nom. On travaille pour le nom. Cet autre conseiller municipal avoue que le moment était un peu mal choisi pour organiser la cérémonie. J'aurais peut-être vu ça après le référendum ou avant. Reversible. It would be final. There wouldn't be a second chance. It would be going beyond the point of no return. And exactly what chances for the future? What job opportunities? What mobility? What benefits would an independent Quebec give to our young people here in Quebec? The damages to the Quebec economy would be irreparable. That it would weaken the hope that youngsters can still have that they will get a job in a great country. The no that will resonate on the 30th of October isn't based on a promise, isn't based on some sort of a scheme. It's based on the real strong commitment of men and women who think and believe and know that the answer and the best answer that any of us can offer in this debate boils down to one word, and that's the word Canada itself. The offer of partnership which Jacques Parizeau still refuses to make available is wholly unrealistic from what we can gather from that June 12th accord between the 3 separatist leaders. Promises abstract benefits and only guarantees for sure that we will lose everything we have as Quebecers and as Canadians. This has been a Free Time referendum campaign message from the Committee for the No. If it's happening in Montreal, you'll hear it by daybreak. During the Quebec referendum campaign, the CBC is providing free time to the committees for the Yes and the No. This is a message from the Committee for the Yes. I know a lot of people are asking themselves, why now? Why sovereignty in 1995? A lot of people, especially Anglophones, think that there's so many things that have gone on in the last 35 years. French has been affirmed itself very much. We've passed a certain number of laws that have secured, to a lot of people's opinion, the Francophone identity in Quebec. So why do it now? We live in an environment of 300 million Anglophones in North America, and the fact is that it is a daily struggle. We need all the means that we can have to make it that we will continue to exist as a society. And this society, by the way, includes Anglophones. Anglophones in Quebec that have
you know, were born here, their parents, grandparents were born here, have also a very strong sense of identity to Quebec, also to Canada, but to Quebec also. They're part of what Quebec is. And I think that's important to